Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous le voyez dans le titre, aujourd'hui je me réessaye à un exercice que je n'ai pas fait depuis un paquet de temps, vraiment. Mais j'avais envie de revenir un petit peu aux essentiels, aux bases, et pourquoi pas vous refaire des petits bilans un petit peu de ce que j'ai lu depuis tant de temps, histoire que vous vous y retrouviez peut-être vous aussi, de vous dire tiens, il y a une vidéo où elle parle que de bouquins, c'est nickel. Donc sans plus attendre, aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai effectuées depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, qui va donc englober le premier trimestre de cette nouvelle année de lecture. Mais avant tout, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir compter sur la marque Bear with Benefits, avec laquelle j'ai déjà pu collaborer, qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. Alors Bear with Benefits, c'est une marque allemande de compléments alimentaires, chez qui vous allez pouvoir retrouver plein de formules qui, j'en suis sûre, pourront vous convenir. Pour ma part, je suis en train de tester le You Nailed It, c'est donc un spécifique ongles et cheveux. Donc dans celui-ci, on va par exemple retrouver du zinc et du sélénium qui contribuent à notamment renforcer et rendre vos ongles et vos cheveux plus forts et plus normaux, entre guillemets, on va dire. Donc ça, je suis en plein test. Pour l'instant, je ne veux pas encore vraiment vous dire les résultats, mais je vous en reparlerai très prochainement, ne vous en faites pas. Et alors, mon petit chouchou, c'est évidemment le You Glow Girl, ça c'est un spécial skin vitamine, avec là aussi du zinc, mais il y a aussi de la biotine et de l'acide hyaluronique. Et pour celui-ci, j'ai fait le test de faire la cure d'une seule boîte, voir les effets que ça me faisait, et je voyais très vite que ma peau était vraiment beaucoup plus, comment dire, lumineuse. Clairement, je vois la différence. Puis ensuite, j'ai fait une pause pour voir un petit peu la différence. Et ben, j'ai vu le résultat, voilà, et clairement, je préfère avec. C'est une entreprise européenne qui a été fondée et créée par des femmes qui sentaient qu'elles avaient des besoins particuliers, parce que là, je vous ai parlé de peau, de cheveux, d'ongles, mais il y en a vraiment pour tout un tas d'autres aspects. Il y en a pour le sommeil, il y en a pour le SPM, il y en a pour le système immunitaire, enfin bref, hein, vraiment vous avez de quoi vous faire votre pack idéal des différentes petites choses que vous avez envie d'améliorer et sur lesquelles vous avez envie de booster quelque chose. On est sur des compositions le plus clean possible, le plus vegan quand c'est possible. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'ajout de colorants, de perturbateurs endocriniens, etc. Donc vraiment, au niveau compo, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Alors si vous aussi vous avez envie de tester cette marque de compléments alimentaires, dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour accéder directement au site et ainsi pouvoir bénéficier de moins 20% sur tous les produits du site. Les offres déjà en promo, moins 20% en plus par-dessus. Encore merci à la marque Bear with Benefits de me sponsoriser pour cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Revenons-en à nos moutons. Sur certains, je risque de m'attarder un petit peu, parce que j'aurai beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Sur d'autres, j'irai peut-être un petit peu plus vite. La vidéo sera un petit peu découpée par genre, et non pas par ordre chronologique de mes lectures. Donc, commençons par le genre dans lequel j'ai visiblement lu le plus de livres. C'est vrai que c'est un genre que j'affectionne particulièrement, et dans lequel, finalement, beaucoup de livres vont pouvoir se retrouver, parce que certains ont des fois un petit peu des petits accents de fantastique. On va y retrouver deux BD, à noter le 4e tome du Grimoire d'Elphie, avec le trésor de la tricomancienne, que j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la saga en BD du Grimoire d'Elphie, c'est vraiment une saga que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Franchement, cette BD, c'est un pur bonbon. Si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage à partir de 8, 9, 10 ans, c'est tellement chou. Ça part d'un drame quand même, vu que les 3 sœurs qu'on va rencontrer dans cette histoire ont perdu leur maman, et la plus grande des 3 attendait d'avoir 18 ans pour pouvoir prendre soin de ses sœurs justement, dont Elphie. Et Elphie va quant à elle découvrir qu'elle possède une sorte de talent magique que sa maman lui aurait transmis, et grâce au grimoire que sa mère lui a légué, elle peut nourrir ce grimoire en histoire et le grimoire va le lui rendre en magie. Elle a un talent aussi pour les origamis et elle va pouvoir donner vie à ses origamis. Et là j'ai beaucoup aimé ce lien tout à coup qu'on fait avec les grands-parents d'Elphie qu'on va rencontrer ici et c'était ma foi vraiment très très touchant. Dans un niveau un petit peu plus sombre, j'ai lu Le démon de Bolingbroke. Écoutez, c'était très sympa, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, dans le sens où c'était un peu plus dark. On est vraiment sur un comics assez épais quand même, d'une petite ville où il se passe pas grand chose, où on a 2 ados quand même un petit peu particulières, c'est un peu les outsiders. L'une d'entre elles est passionnée, mais passionnée de Wicca et de magie, de sorcellerie, etc. Et un jour elle essaye d'invoquer un démon, le démon de Bolingbroke. C'est quand même très confus, elle a largement pas tout ce qu'il faut pour mener à bien le rituel de base, on est d'accord que ça part de façon très très bancale cette histoire, mais mine de rien, à un moment donné, il va se passer un truc. Et le lendemain, quand ils arrivent à l'école,
Les élèves, ils sont vraiment bizarres. Et tu sens que là, toute la ville commence à être emberlificotée dans cette histoire de démons et de possession. Donc il y a un petit côté un peu horrifique, mais plus fantastique que horrifique, parce qu'on est clairement sur une équipe un peu de bras cassés, mine de rien. Mais j'ai bien aimé le mélange comme ça de tout, c'était vraiment très chouette, une très sympathique lecture. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur les 2 tomes de la série Cruel Garçon perdu que j'ai lu, qui sont donc 2 dark romance fantastiques parus aux éditions Roncière. J'avais envie de m'y essayer à la dark romance, hein. Je voulais comprendre, je voulais savoir c'est quoi la hype là autour. Je vous en ai parlé, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo un petit peu plus spécifique où j'en aurai lu peut-être d'autres pour voir un petit peu comparer, peut-être en accent justement une vidéo plus sur la romance et les romances que j'aime bien, et à contrario qu'est-ce que je n'aime pas dans les romances. C'est quelque chose que je pourrais refaire, une espèce de parallèle. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais la dark romance, visiblement, ne fait pas partie des choses que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de peine à m'attacher aux personnages, notamment ici. Pourtant, je partais avec quelque chose où je me disais, justement, on est dans un univers un peu fantastique, un peu magique. Peut-être que ça va sauver un peu le truc. Alors, le premier tome était pas si mal. J'avais quand même bien aimé l'intrigue, vu qu'on va rencontrer Winnie Darling, qui est donc, comme vous l'aurez compris, une descendante de la famille Darling, donc de la famille de Wendy. Toutes les jeunes filles Darling se font constamment kidnapper et emmener au pays imaginaire pendant un laps de temps. Visiblement, une des Wendy, une des Darling, en gros, aurait caché l'ombre de Peter Pan il y a de nombreuses années de ça, et il espère en quelque sorte qu'il y ait une sorte de mémoire fantôme qui soit restée. Et donc il essaye, en tripatouillant le cerveau de ces jeunes filles, en tripatouillant pas autre chose, de récupérer ce souvenir pour savoir où est son ombre. Le problème, c'est que comme Peter Pan n'a plus son ombre, eh bien, le pays imaginaire commence à pécloter sévère. Moi, j'ai bien aimé ça, en fait. J'ai bien aimé ce concept de réécriture de conte de Peter Pan, qui est presque déchu, hein, qui n'est gentiment plus le roi du pays imaginaire. Le tome 2... il m'a achevé, je pense. J'avais tellement de peine à comprendre l'intérêt de mettre autant de scènes érotiques, enfin c'est même plus des scènes érotiques à ce stade-là, on est clairement sur des scènes de poterie, hein, pour ne pas dire autre chose. D'ailleurs, merci beaucoup Léa Chou pour le terme, hein, c'est elle qui l'utilise beaucoup dans ses vidéos, d'ailleurs si vous ne les avez pas vues, elle fait des super vidéos sur plein de sujets de société, et notamment sur la place de la femme, sur la misogynie, et à plusieurs reprises elle a déjà utilisé le terme de poterie pour ne pas dire autre chose, et là on est clairement là-dessus. Enfin, où je suis pas du tout pudique et contre les scènes de sexe, quand elles sont bien amenées, quand elles sont cohérentes par rapport aux personnages, cohérentes par rapport à l'intrigue, à l'histoire. Là pour moi ça partait dans tous les sens, littéralement dans tous les sens, trop. Et quand il y avait des scènes importantes, intéressantes, un peu politiques quand même, tu vois, qui sont censées faire avancer l'intrigue, il y avait forcément une scène de poterie qui venait se mettre là au milieu et qui venait un petit peu tout gâcher. T'étais presque à 50-50 au niveau des scènes autres et des scènes de poterie, et pour moi c'était too much. Ouais, vraiment too much. On a un traitement de la femme qui est de pire en pire. Plus j'avançais dans l'histoire, moins je comprenais le personnage de Winnie. Au départ, dans le premier tome, j'arrivais un petit peu à la comprendre et à avoir un peu de compassion pour elle, mais par la suite, ça part... Enfin, elle-même ne sait pas, ne sait plus, du coup toi t'en sais pas plus... Vais-je lire la suite? J'en ai aucune idée. J'ai presque envie, juste pour clore le chapitre, tu sais, me dire, voilà, c'est comme ça que ça se termine, et pourquoi pas vous en faire un avis très très spoilant et tout, ça me ferait kiffer à part ça. Est-ce que je recommande ça? Pas vraiment. On arrive à mon premier coup de cœur de l'année qui, lui, franchement, a été une excellente lecture. C'est le tome 2 de la trilogie de l'hiver de Catherine Arden. Il s'agit de La fille dans la tour. Explosion, franchement explosion. J'avais besoin d'un univers à la fois dense, fantastique, limite folklorique, rempli de traditions et de vieilles histoires. Si vous voulez les lire dans l'ordre, bien évidemment, il faudrait commencer par le premier. Le premier tome, c'est L'ours et le rossignol, qui est très bon. Je vous en avais déjà parlé. Je trouvais qu'en termes d'introduction à l'univers et des personnages, il était très dense et des fois un petit peu lent, parce qu'on a beaucoup de personnages, on est sur une famille nombreuse. Certains vous diront peut-être que le deuxième tome est accessible sans avoir lu le premier. Personnellement, je vous déconseille de faire ça si vous avez envie de vous lancer dans cette trilogie. Je conseille de les lire dans l'ordre, parce qu'on va s'intéresser en effet à un autre pan de l'histoire, mais c'est toujours beaucoup raccroché à ce qui s'est passé dans le premier tome. Pour moi, il y a trop d'éléments qui doivent être connus
quand on veut lire le deuxième tome qui nous sont donnés dans le premier. Mais c'est vrai que le deuxième est vraiment... il n'est même pas un cran au-dessus, il est juste dans une autre stratosphère pour moi. Il y a tout ce qu'il faut. On est sur quelque chose de très haletant, où il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est... Ah, vous savez quand je vous dis torticolis de cerveau, tout ça, là on est à fond dedans. Là c'est un torticolis de cerveau, mais alors... voilà, et quand je vous dis que ça me fait ça, c'est qu'en général, on frôle le coup de cœur, et là, ça a été mon premier de l'année. Je passe assez rapidement sur Blackwater tome 6, vu que c'est la fin de la série. J'étais très contente de pouvoir terminer cette série, mi-horrifique, mi-fantastique, mi-saga familiale d'ailleurs, franchement, je pense que je pourrais la mettre là-dedans, vu que j'avais fait une vidéo complète dédiée à ce style de littérature. Blackwater, c'est un petit peu ça, vu qu'on va suivre une famille sur quand même plusieurs décennies, mais mélangé à ça un petit côté un petit peu surnaturel et un petit peu horrifique à certains moments. Écoutez, ça clôturait bien la série, j'ai apprécié lire quasiment tous les tomes. Certains sont un petit peu meilleurs que d'autres, sont un petit peu plus dynamiques que d'autres, mais dans sa globalité, pour moi, ça restait une super série. En lecture audio, cette fois, j'ai lu le tome 2 de Ivy Wilde, Meurtre, magie et télé-réalité. Si vous avez besoin d'un truc un petit peu fandard, détente, pas du tout, prise de tête, où ça part dans tous les sens, un Ivy Wilde, ça vous fera toujours du bien. Il y a 3 tomes, elle se rend sur un plateau d'enregistrement d'une télé-réalité qui s'appelle Sortilège, je crois d'ailleurs. Voilà, c'est un peu le meilleur pâtissier, mais de la magie. C'est qu'en gros, ils ont tous des mini-skills en magie, mais pas non plus de fou. C'est pas des chefs pâtissiers, quoi. Tu vois, pour prendre la comparaison. Et le problème, c'est qu'un des participants a été assassiné. Et donc, Ivy Wilde est envoyée là-bas. Elle va réussir à se faire embarquer dans des trucs. Nanana, ça va dans tous les sens. Il y a eu franchement un bon suspense, parce que je l'avais pas vu venir. J'ai pas détecté le qui avait fait quoi. Donc, niveau intrigue, c'est à la fois plausible et pas mal bien foutu. Franchement, parce que je l'ai pas vu venir, et en même temps tu te fends la poire, mais à quasiment tous les chapitres, quoi. Elle me fait tellement rire. Vous pouvez comparer ça à clairement la beatlite qu'on avait à l'époque, avec type Charlie Davidson, ce genre de littérature très urban fantasy finalement. C'était vraiment très chouette. Et en dernier dans cette catégorie, on va trouver une déception, il s'agit de Tant que le café est encore chaud, donc littérature japonaise, 4 courtes nouvelles sur un café dans lequel on peut se rendre, et on pourrait remonter dans le temps et revivre un souvenir, un passage de notre vie, sans pour autant le modifier, bien évidemment. Écoutez, c'était sympa, c'était mignon, c'était assez tendre, assez doux, mais c'était un chouïa trop contemplatif pour moi. Définitivement, je sais que la littérature japonaise, ce n'est pas forcément ce que je préfère. J'en ai déjà lu quelques-uns, j'en ai lu plusieurs, notamment la série Le poids des secrets. J'avais lu Elle et son chat. Qui voilà, je peux pas nier, je sais que c'est beau, je sais que ce que je lis c'est de qualité, mais c'est clairement pas ma came. Et je sais que je vous en avais parlé dans ces termes-là, en vous disant que je sais qu'un gâteau à la framboise, c'est certainement très bon. Je peux en apprécier un petit peu le goût et de temps en temps, mais c'est pas le gâteau que je vais préférer. Là, c'est exactement ça. Passons à la catégorie littérature plutôt contemporaine. Alors là aussi, déception, c'était le fameux 100 ans de Herbjörg Wassmo, où je sais pas, je pense que j'attendais clairement autre chose. Donc là, ça se passe en Norvège, on est sur un siècle où on va rencontrer une seule et même famille, plusieurs générations qui vont se répondre, etc. C'est très dense. Pour moi, c'est très mal découpé, parce qu'on est tout à coup sur cette génération, mais le chapitre d'après, on est plutôt sur celle-là. C'est pas très clairement défini avec qui tu es exactement. En plus de ça, ce qui ne m'a pas vraiment aidé, mais ça, l'autrice n'y peut rien, et moi non plus, c'est comme ça, les noms sont norvégiens. Donc pour moi, il y avait quand même beaucoup de sonorités qui étaient un peu pareilles, et j'avais des fois un peu de la peine à différencier qui était qui, et comme les noms sont très longs, tout à coup on va leur mettre, tu vois, des petits surnoms pour que ce soit plus pratique, mais du coup, entre-temps, j'ai oublié comment c'était le prénom de base, donc un peu pareil pour Midwinter de Fiona Melrose, c'était sympa, l'histoire était touchante, c'est un peu comme l'histoire du café, tu vois, je me dis, je peux reconnaître que c'est beau, que c'est touchant et parfois dur, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage plus que ça. On est sur l'histoire d'un père et d'un fils dont la mère est décédée. C'est une histoire assez tragique. Et c'est pas l'amour fou avec son paternel, ils ont de la peine à se dire les choses. Et tu sens que c'est beaucoup une relation comme ça, où les deux gardent beaucoup enfouis leurs émotions et n'arrivent pas à se dire les choses. Et pour moi, ça mettait clairement en avant, et c'était un bon point pour ça, je trouve, ça mettait clairement en avant la pression des fois qu'on fait peser sur les épaules des garçons, des hommes, de dire que pour être fort, tu dois pas montrer tes émotions, tu dois pas pleurer, tu dois pas montrer tes faiblesses. Et là, je pense qu'on est un petit peu sur ça. C'était beau, mais là, purée, qu'est-ce que c'était long.
C'était pas non plus la lecture du siècle, on va dire. Par contre, je crois que je me suis plutôt bien rattrapée avec Le Fracas et le Silence. Alors de Cory Anderson, celui-ci j'en attendais beaucoup, je l'avais quand même bien fait patienter dans ma pioche de lecture pendant un bon moment. Mais alors qu'est-ce que... Ouais non, il était vraiment bien. C'est un de ces titres qu'ils ont décidé de sortir à la fois chez Pocket Jeunesse et à la fois chez Fleuve Noir, donc qui sont quand même deux collections très différentes, une jeunesse et une adulte, parce que justement les deux publics peuvent s'y retrouver. Il y a à la fois ce côté très noir américain, très polar noir, course-poursuite, la neige, le froid, la violence et la dureté de la chose qui pourra plaire à un lectorat plutôt adulte. Et en même temps, les personnages sont des jeunes personnages, ils ont 17 ans à tout casser. Et il y a aussi toutes ces problématiques de l'adolescence, des premiers émois, des choses que tu décides de cacher, de mettre de côté pour le bien de ta famille. Là, Jack, le personnage qu'on va rencontrer qui a 17 ans, bah, clairement, il est dans une mouise pas possible parce que bah, sa mère est morte. Sa mère a décidé de se suicider, elle n'en pouvait plus. Entre l'alcool, la drogue, les dettes, la maison qui prend l'eau de tous les côtés, son mari qui est en prison depuis... elle sait même plus quand. Sauf que Jack se retrouve tout seul avec son petit frère. Il ne veut pas que les services sociaux arrivent et les séparent, mais sauf qu'il sait que son père, le braquage qu'il a fait et qu'il a mené en prison, ben le butin, il est toujours quelque part. Il faut qu'il trouve cette thune, quoi, en fait. Il se dit que c'est le seul moyen pour lui et son frère de se tailler de là et d'avoir la belle vie. Sauf que le gars avec qui son père avait fait le coup, il s'en est sorti. Il a une fille, lui aussi, plus ou moins de l'âge de Jack, et il espère que Jack va le mener, mais droit là où son père avait planqué la thune. Sauf que Jack, il sait pas où est la thune. C'était vraiment bien foutu. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que le rythme était là. Je crois qu'en 2 jours, je l'ai plié, quoi. Même pas. Très bonne lecture également avec La Maison Poussière de Valérie Perronnet. Petit livre, hein, si vous avez l'occasion, ça se lit vraiment en une journée, je pense que ça peut le faire, parce qu'en plus on y entre très facilement. On rencontre une jeune femme dont on ne va pas connaître grand-chose, ni le prénom, ni l'histoire avant un bon bout de temps, et qui a une maison. Alors, une maison qui... elle est pas défraîchie, enfin, elle est défraîchie. Voilà. Si elle est défraîchie, elle tombe pas en lambeaux non plus, mais tu sens que la maison, elle a besoin d'être retapée, quoi. Et un chapitre sur 2, on a donc le point de vue de cette femme qui essaye de se reconstruire de quelque chose, tu le sens bien. Et les autres chapitres, c'est le point de vue de la maison. J'ai tellement kiffé ça. J'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée d'impliquer la maison, de le prendre comme personnage principal, d'avoir toutes ses émotions, tous les souvenirs des habitants qu'elle a eus par avant. Et grâce aux souvenirs de la maison, on va apprendre la vie des gens qui ont vécu là avant le personnage qu'on a dans l'histoire. Et tous ces liens, toutes ces petites connexions, tu sais, tout à coup qui vont se faire, c'était beau, c'était très très poétique. Il y a une jolie chose aussi qui se passe dans cette histoire, c'est que la maison se trouve au Québec, et l'héroïne qui arrive dans cette maison est française. Et tu sens vraiment dans les chapitres du point de vue de la jeune femme qu'on a un vocabulaire très français. Et par contre, quand on est du point de vue de la maison, l'autrice a fait l'effort d'avoir justement un vocabulaire québécois. Et j'ai trouvé que le parallèle entre les deux se répondait parfaitement. C'était très non, c'était pas mignon, c'était beau. Et comme quoi, des fois, il y a des histoires comme ça qui t'attrapent plus facilement qu'une autre. Là, forcément, je me suis beaucoup reconnue parmi tous les personnages féminins qu'on va rencontrer, même la maison. Et il y a une finalité, enfin, bref. C'est très court, hein, vraiment, c'est un petit livre en 4 parties. C'est très vite lu, moi, une fois. Alors, pendant un Read With Me, là, en live, je pense que j'ai lu plus de la moitié du bouquin. Et le soir, en partant me coucher, je l'ai fini, quoi. Et je termine dans cette catégorie par Le Lac de Nulle Part de Pete Fromm. Ça aussi, c'était une petite déception quand même. Hein. J'ai eu un peu de la peine, pourtant Pete Fromm, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai presque gentiment tout lu. Il m'en moque peut-être 2 ou 3 de cet auteur. J'aime bien, c'est un gars qui a beaucoup écrit d'abord plutôt sur le, tu le sens, le nature writing. Lui-même a beaucoup voyagé, il a beaucoup été dans la nature. Ce qu'il raconte d'ailleurs dans Indian Creek, qui est un de ses premiers bouquins, c'est vraiment son histoire, ce qui lui est vraiment arrivé. J'aimerais beaucoup pouvoir vous préparer une vidéo sur les livres de cet auteur, parce que vraiment ça vaut le coup de le découvrir. Là, c'est vrai que dans Le Lac de Nulle Part, je me suis pas trop retrouvée. L'histoire partait pourtant plutôt pas mal, je vais vous dire, parce qu'on est sur un duo frères et sœurs jumeaux. Et sauf que ça fait quand même pas mal de temps là qu'ils se sont pas vus, ça fait encore plus de temps que ça qu'ils ont pas revu leur père, et tout à coup, là, un peu du jour au lendemain, le paternel leur téléphone, leur écrit pour leur demander s'ils auraient bien envie de faire
un dernier voyage, un dernier petit road trip avec leur papa. Voilà, les canoës-kayaks sur le dos, passer de lac en lac. Il y a une zone comme ça entre la frontière canadienne et américaine qui est vraiment un peu à cheval entre les deux. J'ai été voir après sur Google Maps un peu pour me rendre compte parce que j'arrivais pas clairement à visualiser le paysage de l'histoire. Et c'est que des lacs. Que des lacs, il y a que des lacs partout. Enfin, ça part bien hein, à la base, mais bon, voilà. Mais j'ai trouvé que les moments entre les lacs, tout le voyage finalement, était très répétitif, ça se ressemblait beaucoup. Chaque moment, chaque soirée autour du feu, dans les tentes, etc., c'était constamment la même chose. Je me suis un petit peu lassée au bout d'un moment. J'avoue qu'il y a des passages au milieu où j'ai fait un peu genre... Voilà, et pour arriver au bout, parce que je voulais savoir la fin quand même, quoi. Enfin, ouais. Alors j'ai terminé la trilogie Il était une fangirl avec le tome Rosie et la bête de Ashley Poston. Si vous aimez tout ce qui est un peu univers geek, vous savez les lecteurs et les lectrices, on est des gros nerds en fait, hein. On adore tout ce qui est geekerie, les univers qui se répondent, etc. Et là on est sur une pseudo-réécriture de La Belle et la Bête, mais dans un univers où les personnages adorent une seule et même fandom. Tu peux aisément le rapprocher à l'univers étendu de Star Wars, par exemple. Là, ça s'appelle Starfield dans l'histoire. Et en gros, il y a eu des livres, il y a eu une série à l'origine, puis maintenant il y a une adaptation en film, avec des nouveaux acteurs, des nouvelles histoires, etc. Et en gros, tout va un petit peu tourner là autour dans les 3 tomes, et à chaque fois, on va rencontrer une fangirl, qui est donc très très fan de la franchise Starfield, et qui va avoir un lien avec les acteurs et les actrices de la nouvelle série au cinéma. Donc là, dans le 3e et dernier tome, on va rencontrer une jeune fille, Rosie, qui est fan de la saga, plutôt livre qu'elle a eu de sa maman. Sa mère avait toute la collection, que son père a malheureusement dû revendre parce que ça vaut une belle fortune, parce qu'il s'en sortait pas, et que sa mère est décédée il y a quelques années de ça maintenant. Elle a un peu de la peine à faire son deuil, et puis elle apprend que dans le château du village, qui est une sorte de grand manoir un peu inhabité, il y a quelqu'un qui vient d'emménager. Alors il paraîtrait que c'est une des stars justement de la nouvelle franchise. Par malheureux accident, elle va se retrouver à devoir passer quelques jours là-bas en compagnie de cet acteur qui semble être plutôt très hautain, très acariâtre. Vous voyez un petit peu où je vais en venir avec la ressemblance de La Belle et la Bête. Voilà. Moi j'ai bien aimé parce que c'était une jolie réécriture, en plus dans un univers un petit peu geek, un petit peu romance et tout. Franchement le mélange il était parfait. Tu passes un bon moment, tu vois pas le temps passer. Les bouquins sont quand même assez comasses. Et j'ai trouvé que ça se lisait tout seul. Ce qui se lit aussi tout seul alors que les bouquins sont assez conséquents, c'est Rebel University. J'ai lu les 2 premiers tomes en ce début d'année. Donc le tome 1, Hot as Hell, et le tome 2, From Prince to King. Ça c'est écrit par mon amie Alicia Garnier et sa co-autrice Alfreda Inouï. J'ai kiffé. Je pensais pas que j'allais aimer à ce point, et franchement j'ai adoré. Mais c'est tellement pas ma came à la base. On est sur une new romance, mais tout ce qu'il y a de plus classique dans une université, avec une équipe de hockey, et en gros, les 4 hockeyeurs qu'on va suivre principalement vont les 4 avoir une romance dans leur tome. Donc on a déjà rencontré Hunter dans le premier, on a rencontré Prince Griffin dans le deuxième, et à chaque fois ils vont tomber amoureux un peu malgré eux. C'est bien joué par la part de ces 2 autrices-là parce que je trouve qu'elles mélangent exactement ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour. Je retrouve ma Alicia, mais je pense dans chaque punchline, je la vois. Il y a aussi un côté très profond et dur par moment, parce que nos personnages vont vivre des problématiques qui sont quand même pas toujours évidentes. Le mélange, il est juste nickel, quoi. Enfin, il est fait avec brio, et comme je vous dis, normalement, je suis pas censée aimer ça, parce qu'en plus, on est sur un pseudo enemies to lover dans les 2 cas. C'est pas franchement ce que je préfère non plus quand les persos peuvent pas se blairer, mais c'est un enemies to lover qui est très réaliste finalement, parce que vous verrez, voilà. Moi personnellement, qui suis pas très romance, j'ai quand même bien aimé, tu vois, et ça prouve que j'ai par contre un petit peu moins aimé Si baiser manqué et Une histoire d'amour. Pourtant c'est Tess Sharp, mais je pense que Tess Sharp, je l'aime beaucoup plus quand elle écrit du noir, des histoires pas simples, violentes, tristes. Je crois que je la préfère comme ça, quoi. Elle a une plume tellement incisive, tellement directe, que dans Si baiser manqué, Une histoire d'amour, pour moi c'était chou, mais ça restait juste chou. On a 2 meilleures... Enfin non, elles sont pas meilleures amies, c'est leurs mères qui sont meilleures amies d'enfance. Elles sont juste nées quasiment au même moment, et leurs mères sont copines. Mais est-ce que ça fait de toi automatiquement des amis si tes mamans sont amies? Pas forcément. Petit à petit, il va se passer des choses dans leur histoire commune, liées à leur maman,
qui vont automatiquement devoir les rapprocher plus que de raison. Finalement, est-ce qu'elles s'aiment pas à ce point, ou est-ce qu'il y aurait pas un petit peu d'attirance là au milieu? Mais c'était chou. Et puis chou aussi, mais je pense un peu moins mon truc, The American Roommate Experiment de Helena Armas. On a Rosie qui doit écrire un livre. Elle est un peu sur la suite d'un bouquin qu'elle n'arrive pas à écrire parce qu'elle aimerait décrire une histoire d'amour. Sauf que l'histoire d'amour en tant que telle, elle l'a jamais vécue, elle l'a jamais eue comme elle voudrait. Manque de bol, elle va se retrouver un peu à la rue parce que son appart fuit de partout, et elle va aller se réfugier dans l'appart de sa meilleure amie Lina, qui est donc l'héroïne du premier tome. Au même moment, arrive dans l'appart de Lina le cousin de Lina, Lucas. Ils se retrouvent les deux dans le même appart, à se connaître que moyennement, et à devoir avoir une sorte de colloque improvisé. Vous voyez où je veux en venir, hein, n'est-ce pas? Évidemment, voilà. Bon, alors Rosie a toujours été amoureuse de Lucas, c'est un secret pour personne, sauf pour Lucas, évidemment. Et Lucas, lui, il commence à s'attacher un petit peu à la meilleure amie de sa cousine, et il a envie de l'aider pour son expérience là, pour son bouquin. Donc il accepte de lui donner, je sais plus maintenant si c'est 4 ou 5 rendez-vous, qui pour elle devraient représenter le mieux ce qui se passe dans une relation, dans la construction d'une relation. Tu le vois venir à des kilomètres ou tu le vois pas venir à des kilomètres, ce qui va se passer? Évidemment. Donc voilà, c'était chou, c'était mignon, mais des fois il y avait vraiment des réactions des personnages que j'étais un peu là. Gars, c'est évident, enfin, tu t'attendais à quoi? Et à un moment donné, il y a vraiment une scène comme ça, entre deux personnages, qui lui dit clairement, mais tu t'attendais à quoi? Et j'étais là dans ma voiture, parce que je l'ai faite en audio cette lecture-là, et j'étais là dans ma voiture en mode genre, mais oui, mais c'est exactement ça. Ah, c'est pas possible d'être aussi bête des fois, quoi. Je me dis, mais purée, c'est devant leurs yeux, et même comme ça, ils arrivent pas à s'en rendre compte. C'est fou. C'était chou. C'était mignon. Voilà. Je peux pas dire que c'était la romance du siècle, mais c'était chou. Ah, tiens, ils l'ont mis en thriller, celui-là. Bon, pourquoi pas. J'ai lu un petit thriller un peu mi-horrifique, mi-fantastique, qui s'appelle Monstrueuse Tempête, de Fabien Fernandez. Franchement, c'était sympa. Je pense que si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, ça peut le faire, parce qu'on est clairement sur une ambiance un petit peu à la chair de poule, où on a deux héros qui se retrouvent dans un chalet. Ils ont quoi, peut-être 12? Ouais, je dirais 12 ans. Les parents sont partis faire des courses, parce que c'est genre le chalet de montagne qu'ils ont loué pour la semaine. Et donc ils se retrouvent tout seuls pendant un petit laps de temps. Le laps de temps, il va se transformer en beaucoup plus long que prévu, parce qu'il y a une tempête de neige qui arrive, tout le monde est bloqué, les parents peuvent pas revenir au chalet. Et tout à coup, il commence à y avoir des bruits trop bizarres dans la maison. Et tu sais qu'il y a une bête, il y a la légende d'une bête qui aurait terrorisé le village il y a des siècles de ça, et que tous les temps de temps, elle se réveillerait pour venir manger. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire-là, c'est que t'as à la fois le point de vue des enfants, qui donc chient de trouille quand même à un moment donné, et le point de vue de la bête. Qui, franchement, ça c'était pas mal du tout. Bah ça c'était mon deux... Enfin, ça parmi les thrillers, je pense que vraiment ça a été mon préféré. La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Je l'ai trouvé dingue ce bouquin, il est fou. Donc je vais vous en dire le moins possible parce que la construction elle est faite d'une façon à t'embrouiller l'esprit pendant plus de 50% de la lecture, c'est totalement normal. Pour te la faire hyper courte et hyper simple, au départ on apprend qu'il y a une petite fille qui a disparu. On l'a jamais retrouvée. Des années plus tard, c'est sa sœur qui revient sur les lieux de l'enlèvement ou de la disparition de sa sœur et qui essaye un peu de recoller les morceaux parce qu'elle a jamais lâché le truc. Et elle veut savoir. Elle emménage dans une maison au fond de ce quartier, et la maison en face de chez elle, il y a vraiment un gars trop bizarre qui habite. Donc elle est sûre qu'il a un lien avec cette disparition. Je te jure. Pourtant j'en ai lu des livres qui traitent de ça. Mais là c'est fait d'une manière absolument incroyable. C'était tellement balèze. Je vous en dis pas plus parce que franchement c'est quand on sait le moins que t'apprécies le plus. Ensuite j'ai eu des mentions honorables, on va dire. J'ai bien aimé Rêver de Franck Tillier, qui était sympa, histoire d'une psy qui est narcoleptique, qui commence à confondre un peu rêve et réalité et qui doit mener une enquête en lien avec la gendarmerie du coin sur des enfants qui disparaissent. Bizarrement, ça commence à avoir un gros lien avec son histoire personnelle. Écoutez, c'était bien foutu, je l'ai trouvé un peu longuet quand même sur la fin, et il y a eu des trucs où j'étais là, bah... peut-être un peu tiré par les cheveux, non? Peut-être. La cabane de l'enfer, slash séquestré, moi je l'ai lu sous le titre Séquestré de Chewie Stevens, ça aussi c'était pas mal. La finalité du truc était cool. Annie a été kidnappée pendant 1 an, elle a été retenue prisonnière, elle a vraiment subi des trucs... voilà. Et au bout d'1 an, elle a réussi à s'échapper. Et nous, c'est là qu'on la rencontre, si on veut bien. Elle est chez sa psy et elle lui raconte tout depuis le début, comment ça s'est passé, son enlèvement, les premières semaines de séquestration, etc. Donc on découvre l'histoire alors qu'on sait qu'elle s'en est sortie. Donc le but c'est de terminer la boucle pour savoir la finalité du truc.
Il y a quand même eu une grosse révélation à la fin à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, qui m'a quand même un petit peu perturbée. Donc c'était pas mal. Franchement, je pense qu'il était pile assez court pour être efficace, tu vois. Contrairement au Tillier qui fait quand même 630 pages en poche, qui pour moi était peut-être un peu trop. Et en thriller, j'ai terminé par Tout ce qui est à toi brûlera de Will Dean, la très court thriller en 280 pages. C'était bien, mais c'était pas fou. Je pense que c'était un peu trop lent, un peu trop contemplatif, alors que le roman est court, donc je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus haletant. Une jeune Vietnamienne qui se fait appeler Jane par son mari anglais est arrivée illégalement en Angleterre. Donc elle est un peu prisonnière, sans être prisonnière, de son mari. Vu que comme elle a pas de papier, elle peut pas juste partir de là et dire coucou c'est moi, j'aurais besoin d'aide, en fait il est très méchant avec moi le monsieur s'il vous plaît. Voilà, donc elle se retrouve vraiment dans la mouise, à rien pouvoir faire, et dès qu'elle fait un truc que lui aime pas, il lui brûle une possession personnelle qu'elle a ramenée du Vietnam. Donc elle commence à avoir de moins en moins de choses, bien évidemment. L'ambiance, et même jusqu'à l'apothéose si tu veux, ça se construit très lentement. Je pense que c'est pour bien instaurer ce climat d'angoisse qui monte petit à petit, tu sais, que tu comprends qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète. Mais tu vois pas trop quand encore. En fantasy, avec Alice, il s'agit de Stitch de Padraig Kenny que je vous ai présenté, qui était vraiment très, très chou, qui se veut être un peu un mélange entre la créature de Frankenstein et... Non, il n'y a pas de mélange en fait. J'ai réfléchi. C'est l'histoire de la créature de Frankenstein, mais version un peu édulcorée pour les enfants. Quelque chose de peut-être un peu plus tendre, un petit peu plus doux par certains moments. Stitch est donc une créature faite de toutes pièces. Il a un peu de la peine à comprendre les différences entre gentil et méchant, pourquoi les gens sont méchants avec les gens qu'ils trouvent pas beaux. On est beaucoup sur ce genre-là, et donc c'est pas mal si vous avez des enfants dans votre entourage. Moi je l'ai lu avec ma fille qui a 7 ans et demi. Excusez-moi, c'est important. Et franchement, elle a vraiment bien accroché, elle a beaucoup aimé. C'est moralisateur sans être trop moralisateur. Tu vois ce que je veux dire? La morale, elle est quand même bien dissimulée dans l'histoire. Donc c'est plutôt bien foutu. De mon côté, vous le savez peut-être, j'en ai peut-être parlé un peu beaucoup ces derniers temps, mais mon dernier coup de cœur en fantasy, c'est La Guilde des Ombres. Premier tome, première partie de Anna Trist que j'ai adoré. Tout simplement, c'était incroyable cette histoire, elle était folle, enfin... Ça partait dans tous les sens et j'avais peur parce que le truc est quand même comasse et je me suis dit waouh, ça va prendre combien de temps pour se mettre en place? Donc il faut quand même, tu vois, que l'auteur ou l'autrice ait les bons mots, le vocabulaire adéquat pour te faire rentrer correctement dans son histoire. Je trouve qu'elle le faisait parfaitement bien. C'est juste, t'as les bonnes infos au bon moment, t'as des ajouts de personnages quand t'as eu le temps de t'habituer au précédent, donc tu sais avec qui tu avances, qui arrive, qui vient se rajouter là au milieu, etc. Il y a la bonne dose de révélation à la fin, bien ce que j'aime, bien comme il faut. Il y a des trucs, j'ai fait des yeux comme ça, en mode genre « What ?» Excusez-moi, c'était quoi ça? Donc non, vraiment bien foutu. Dans cette histoire, nous on suit une guilde d'assassins qui vont prendre comme apprenti un élément plutôt inhabituel. Il s'agit d'une humaine, déjà, normalement ce ne sont que des elfides, et il s'agit d'une petite fille. Normalement ce ne sont que des garçons. Donc toute l'histoire finalement va énormément, quasiment que tourner autour de son apprentissage. Justement au début je me suis dit waouh, tout ça que sur son apprentissage, ça va être un peu long quand même, mais non, parce qu'il se passe tellement de trucs, et tu t'attaches tellement, et tu sais, tu vibres avec eux quoi, donc... Trop bien, moi j'ai adoré. C'est très dark hein, par contre, on est vraiment sur de la grosse fantasy, bien dark, bien adulte. Voilà, ne pas mettre entre toutes les mains, il y a des scènes qui sont très violentes, il y a des scènes sanglantes, il y a des scènes très torrides aussi. En niveau manga, parce que ça m'a repris là ces derniers temps de relire un petit peu du manga, j'ai lu 2 tomes de Burn the House Down, qui est un thriller en 8 volumes chez Akata, qui te parle d'un incendie dans une maison familiale. Ça s'est passé il y a de nombreuses années. Le but des 2 jeunes filles qui sont toujours là aujourd'hui, c'est de découvrir qui a fait le coup, parce que pour elles, ça ne peut pas être leur mère. Sauf que tout le monde a accusé leur mère, selon elles, c'est pas elle. Écoutez, j'en suis au volume 4 et 5, c'est pas mal du tout. J'ai continué l'Éden des sorcières. On est sur un monde où les plantes n'existent plus, ou sont très rares. Et les seules personnes qui peuvent réellement contrôler, comprendre les plantes et vivre avec elles, ce sont les sorcières. Nous, notre héroïne, elle va devoir beaucoup voyager pour pouvoir se rendre à l'Éden des sorcières, cette espèce de paradis, un peu de verdure. Sauf que son chemin, évidemment, va être semé de multiples embûches, je vous le fais pas dire. Et alors là, hier soir, pas plus tard que hier soir, j'ai lu un super premier tome, c'est She is Beautiful de Jun Ezaka. Pas
je m'attendais tellement pas à ça, c'était hyper cool. Alors là, on se retrouve dans une école vraiment très stricte, où les jeunes filles ne sont jamais sorties d'ailleurs. Elles vont toutes devoir se spécialiser ensuite en une certaine catégorie, et ça se passe toujours le jour de leurs 10 ans. Notre héroïne est à la veille de ses 10 ans, donc savoir vers quoi elle va aller par la suite, et le chapitre d'après, pouf, on la retrouve à 24 ans, elle est adulte, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé ces 14 dernières années. Pour elle, elle s'est endormie la veille à côté de sa meilleure amie. Le lendemain, elle est ailleurs, dans une autre ville, dans une autre maison. Elle n'a pas le corps qu'elle avait la veille. Enfin, j'étais tellement étonnée vers quoi ça allait. On est sur une sorte de thriller à moitié d'anticipation et tout. Enfin, ça va dans tous les sens. J'étais là, waouh, c'est tellement cool. J'ai passé un super moment. J'ai trouvé que c'était hyper haletant. Je me suis ennuyée à aucun moment. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Ensuite, un petit peu tout seul dans leur catégorie, il y a Le son ne suffit pas de Alex Taylor. Ça a été classé un peu en aventure. Je crois que je m'attarde pas trop. C'était pas ouf. Voilà, j'ai pas trop aimé cette histoire. Qui se veut un peu western, truc de vengeance. Ouais, non, je vous recommande pas. Je passe aussi sur La fabrique de poupées, qui était bien, de Elizabeth McNeil. Mais en fait, je pense que ça voulait un petit peu ce côté secret, un petit peu historique. Ça se passe à Londres dans les années 1850. Elle, qui est censée être la muse du peintre, mais qui est aussi, sans qu'elle le sache vraiment, l'obsession du taxidermiste, hein, littéralement. Lui, il s'invente clairement une vie avec elle. Elle veut qu'une chose, c'est rester avec le peintre. Et tout ça, c'est emberlificoté et ça n'avance jamais réellement. C'était un peu longuet, quoi. Et pourtant, j'avais envie de savoir la suite, donc j'ai continué. Mais tout ça pour qu'au final, il y ait vraiment que peut-être les 100 dernières pages qui sont les plus intéressantes du bouquin, quoi. Wranglestone, Ici s'achève la lutte de Darren Charlton, ça a été une grosse déception aussi. Je l'ai lu très vite, mais parce qu'à chaque fois, j'attendais de me dire oh, peut-être là ça va décoller, il va y avoir quelque chose, là ça va être super. Mais non, ça n'est jamais venu. Il était très court, hein, il faisait 300 pages en grand format, donc vraiment ça se lisait très vite. Mais j'aimais bien l'idée de cette apocalypse zombie. Ils peuvent pas aller dans l'eau, donc les gens ont fait quoi? Ils ont construit leur petit refuge sur des îlots au milieu des lacs. On a un couple d'adolescents qui s'aiment vraiment beaucoup, mais qui dès le début du bouquin vont être un peu séparés, parce que l'un des deux a fait une grosse connerie. Il se retrouve à devoir aller s'entraîner à tuer du zombie sur la terre ferme. L'autre, qui est toujours fou, qui veut le protéger, il part avec lui, mais un peu en scred pour l'accompagner, pour éviter qu'il lui arrive des trucs, mais bien sûr ils vont lui arriver des trucs. Et ce qui n'a pas été pour moi dans cette histoire, parce que pourtant il y avait un bon fil rouge, l'écriture, ou la traduction, j'en sais rien, mais ça n'allait pas du tout. Non vraiment, c'était d'un brouillon. J'avais l'impression de lire que des faux raccords. Tu sais, quand t'as des faux raccords dans les films, j'avais l'impression de lire ça, mais en livre. T'as une scène comme ça, tu tournes la tête, pouf, ils sont ailleurs, tu sais. Je dis, mais attends, on est dans un chalet ou on n'est pas dans un chalet? Ça n'avait aucun sens, il y a plein de trucs qui allaient pas. Et je termine par une excellente lecture hein, dans ce bilan trimestriel. Il s'agit des Lavandières de Brocéliande d'Édouard Brazet, que j'ai adoré. Là, pour moi, on peut faire des bonnes histoires avec des gens qui se connaissent depuis longtemps, où il leur arrive pas forcément des trucs à chaque page, c'est pas haletant, il n'y a pas une action à toutes les pages et où tu sais pas ce qui va leur arriver et tout. C'est juste tellement fluide, c'est tellement bien écrit. On est à cheval entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Un groupe d'amis va faire un vœu en 1914 et malheureusement ce vœu ne va pas leur apporter la chance qu'ils espéraient. Et ensuite on se retrouve à la Seconde Guerre mondiale où justement tu apprends que ces 5 personnages ne se sont quasiment plus reparlés depuis le vœu de 1914. Donc qu'est-ce qui leur est arrivé? Petit à petit tu commences à raccrocher un petit peu les wagons entre les différents secrets, les choses qui n'ont pas été dites. C'était juste ce qu'il fallait mélanger en plus à ce que Édouard Brazet connaît le mieux, c'est-à-dire les légendes du coin, le petit peuple, le folklore, les différentes croyances un petit peu païennes comme ça, un petit peu celtiques, tu vois. On a beaucoup de petits liens avec les légendes du roi Arthur par exemple. J'ai trouvé que c'était parfait. Et bah évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas refilmé autant. Bref, ma caméra m'a lâché pile au moment où je vous disais que définitivement le Édouard Brazet s'inscrit dans mes très très bonnes lectures de ce premier trimestre, donc je vous le conseille. Pépite! Ok? Alors j'espère que ce bilan vous a plu, vous aura permis de prendre bonne note de certaines lectures. Bien sûr que tout est indiqué en barre d'infos, n'hésitez pas à aller noter les titres qui vous intéressent le plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et je vous souhaite d'excellentes lectures.